Bonjour à tous. Clara, est-ce que tu m'entends? Oui. Parfait. Bonjour. OK. Bonjour. Donc, du coup, Bonjour. bonjour. Donc, du coup, on commence. Euh, Oui, Ben, Thomas. bonjour. Oui, Ben, est-ce que tu pourrais me donner la main sur le partage, s'il te plaît? la main se partage. Oui, une petite seconde. Shyam, can you give the... You see Clara Sime grand 8. Can you give her the possibility to share the screen? Clara, sorry, we just I shortly introduced that the order of the day, or l'ordre du jour, there will be a small introduction part, of course, on the topic. Then Noélie will continue. Then Alia will be the second speaker, and you're going to be the third one. And then, of course, time to discussion and to exchange. So Is it okay? I don't have to share now. So Not exactly. Not now. You have time to breathe. That's All fine. good. Thank you. Okay. So, hi everybody. For those who are on the other side of the line, and for those who are here, I'm Dr. Ben Gitai, working at the HRC in the landscape habitat field. Today, this is a series we have a series of discussion. This is the second one, which is concentrated on the landscape part. We just had last week, Tommaso, if I'm not mistaken, on healthy habitat, and there will be another one on the productive landscape. And the topic that we're going to speak today on this launch will be the metabolic landscapes. This event will provide an opportunity to interact with researchers in various disciplines, whether in Switzerland and in France, which we are working now today on an atlas of landscape, which I will develop. And the idea will be to a bit enlarge the scope of what we do in HRC. The idea of the landscape field in the HRC is to address the question of soil, water, and air. First for their own sake, then on the basis for regional conservation effort, and finally as a material energetic cycle, enabling the creation of what we call the second nature. Today on this topic, we'll speak about the urbanization transition taking place in a lot of cities around the world, and how human-climate interaction with this metabolic landscape are an important feature of interrogation, because they provide an opportunity to explore how city expansions is adapting to the effect of climate changes, and how urban design and planning can foster resilience and self-resilience in the in its relation to its own territory. In addition to it, throughout this seminar, we would like also to explore how cities are create significant and consequential infrastructure in its large geography, which is changing the nature of the city's landscape and its territory. So today, we're going to have 3 speakers that will elaborate on this theme. By the order, I will just give you a small introduction. The first one will be Noélie, which is here, which is an architect of EPFL. She got her diploma in 2020. She's now an actual assistant and doctorate in the LABU, in the Laboratory of Urbanism in HRC. A thesis under the direction of Paola Vigano explored the potential of representation and interrogate the question of habitability and territoriality. A topic will be entitled Vers un atlas de paysage, lecture métabolique du territoire et de son paysage. Our second speaker today will be Alia Bengana, who is joining us from a construction site in Geneva. She's undertaking in those very moments. Alia is an architect. She studied at the School of Architecture of Paris-Belleville and it's also in Rome. She has been granted by the Delano and Aldrich American Institute of Architects Scholarship.
Since 2009, she opened her professional practice in Paris and previously worked in Barcelona, New York, and Shanghai. For the past 10 years, she's been specialized in the use of natural material, especially focusing on earth. She has been teaching in Paris since 2015 and in a studio director for the first year in Alice, in EPFL since 2020. She is a contributor to the Swiss-French media ID News, from whom she wrote an exploration concrete, Béton, la fin d'une ère, that she's turning into a comic book to be published in 2022. A title of today's presentation and contribution will be Paysage métabolique, relation entre le territoire et les matériaux du Grand Paris. And last but not least, we have Clara Simet with us, which is a co-founder of the Grand Rite Cooperative. Clara Simet has sealed as a long-term commitment to architecture that is strongly rooted in a social ecological issues in territories. Each other intervention is based on sustainable and solidarity-based alternatives that promote local resources and actors. She is also an actor in the development of local and artisanal economy, vernacular practices of bio and geo-sourced material, as well as the voice of the material. And her presentation title will be Metabolism and Solidarity and Solidarité Territoriale. So metabolism is territorial, pardon. As you know, the HRC just in the beginning of the year got this mission to make an atlas. We thought to introduce the connection of metabolism and also what the HRC is doing now would be interesting actually to introduce. So in few words, I will just give you a small spectrum on that. The landscape as we are working now in this atlas has a very specific and a very direct title and also a very direct meaning. We understand the landscape as being quoted from the European Convention written in Florence in the beginning of 2000. I would just do the direct quote. Le paysage est une partie de territoire tel que perçu par les habitants du lieu ou les visiteurs qui évolue dans le temps sous l'effet des forces naturelles et l'action des êtres humains. So landscape for us, and that's how we perceive it in our work in HRC during this atlas, is connected to the perception actually of the inhabitants and the visitors through the city. Of course, maybe I jumped on that, but the landscape is focused on Paris. It's a direct, it's a mandate that we got from the state and from the city of Paris. We have a broad network of researchers from EPFL assisting us, but also external like Jean-Marc Bess, which help us to compose this atlas. Just very briefly, we have in order to get into the work of the atlas, we had this idea of having 4 entrances. So Paris imaginaire, Paris sort métabolique, Paris vivant, Paris change. And that's why it's another reason that we thought about having this session today is actually to connect to our second theme, as you see here, to understand actually how a metabolism of landscape of a city works. So just very quickly, as you see, this is the imaginary. This is how we are trying to understand how the city is being perceived by the inhabitants, but also by the literature, by the iconography, by the history of the place. The Paris Vivant, the second theme, it's much more to the question of biodiversity, a theme that we are developing with our expert Charlotte Gourciard in our laboratory to understand how the green space is evolving and what are the future plans of Paris to promote this kind of type of landscape. The third one is the changes, is not only the climatic change, as you see here, because there is those catastrophic provision to Paris, but it's also to understand how the urban landscape and the urban street is changing due to these changes. Just for a
just you to know, there is a lot of project undertaking now because temperature are rising, and small details like opening courtyard of schools in order to create public spaces which can drop the temperature and people can use it. That's like some of those transition that we see in Paris. So that's again a big theme. But today we would like more to elaborate on the fourth pillar, which is the metabolic landscape. It's this idea that Paris is, of course, not only self-related to itself, but also to its large territory. So there is a couple of things that we are trying to map and to understand the relation of let's say drinkable water and gestions of water in general, how Paris is actually self-related to its large territory. Drinkable water are not being actually pumped from the city itself. They are being bought from aqueduct, which are miles away the city, and they are actually the provider of water. The question of metabolism also by garbage, what goes in and how it goes out. So that's actually, there is a lot of details on that. In the last seminar, we invited Sabine Barl, which just gave us like really a quick overview of how the city is actually dependent from her territory, and what does it mean for a city to be also dependent for its territory. So today we will be really happy to have more, of course, inputs and to learn a bit more about these kind of themes, which is growing. When we compose the atlas, we have, of course, the obligation to listen and to understand how the sociological part is part of it. It's not only maps, but it's also how we extrude materials from the people, from their voices. It's been a journey for the last 6 months, but it's going to be also for the next 6 months because we are trying to understand more and more how the human patina is also fabricating this atlas. We are in contact with all the architectural school in Paris, and we are, from their visit, we are learning more and more. We just came back for a weekend, which we made a traveling through Paris in a different section of it. And what you see here, structure, element, entité, this is part of the method that Paola and with the team, we are trying to put together in order to read the landscape of Paris. So 3 different scales: the structure de paysage, so the landscape, the vast landscape, the geometrical lines of the landscape which form Paris, the socle, which is founded. Les entités means much more the urban tissue, how we can differentiate between different types of urban tissue in Paris, which is of course a huge task. And finally, the elements which are the portes, the doors, the bridges, the fortification, the gardens, which are actually making this landscape. The idea is that this atlas will not only be a book, but also a medium which we can communicate to the inhabitants those transformations that are taking place in Paris. So in parallel to maps, we are also creating this portal, this internet portal that we can then put into it audiovisual materials and also photography that we are taking during this quest. I will just end this part by showing you just like one of the first map that's designed to show this kind of structural element that made Paris. And we would like then to understand more from Noélie, which is sitting next to me, how metabolic or how metabolism is actually related. So one of the method, and that will be explained a bit more in detail, will show how we are in the HRC trying to separate actually layers and at the same time to combine them, to juxtapose them in the end to create this kind of palimpsest. So that was a small intro. I'm leaving the floor now to Noélie, and of course, I would like to, after the third intervention, we will have a small discussion. So thank you.
Yeah. Alors, bonjour, je vais passer en français comme les interventions aujourd'hui seront en français. Donc, effectivement, dans le cadre de ce séminaire sur les paysages métaboliques, je vais vous présenter justement une cartographie que l'on a fait pour l'Atlas des paysages de Paris. Et dans cette idée justement de présenter vraiment qu'est-ce qu'une lecture métabolique du territoire et de ces paysages. Sachant que la commande qui nous a été demandée, c'est de constituer un atlas que l'on entend ici comme un assemblage de connaissances et donc un véritable outil de connaissances, avec comme référence prédominante l'atlas de Mezzanine qui a été fait par Aby Warburg et qui qui nous mène à se questionner sur comment est-ce que l'atlas peut favoriser une appréhension et une compréhension systémique et métabolique du territoire. Je me permets de faire juste une petite parenthèse pour vous expliquer en 2 mots pourquoi est-ce que c'est moi qui ai été invitée dans ce séminaire, sachant que c'est en fait un travail que l'on fait collectivement, l'Atlas des paysages de Paris, mais en fait j'ai la chance de conduire une recherche donc sur les représentations et surtout sur le rôle des représentations et leur potentiel dans le contexte de la transition socio-écologique à justement sensibiliser et de se questionner justement sur quels sont les changements nécessaires que l'on doit entreprendre dans les moyens de représentation et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui face aux enjeux de représenter autrement. Donc, dans la perspective en fait de construire un nouveau regard, on peut assez rapidement s'interroger justement sur comment est-ce que la représentation peut participer à construire une lecture métabolique du territoire. Et je vous ai mis ces 2 illustrations en exemple que je trouvais particulièrement pertinentes dans cette appréhension justement d'une autre dimension du territoire et cette idée justement que la transition aujourd'hui et ce changement et cette évolution des paysages nous fait face à cette conception qui a été relevée par M. Palski sur l'idée que chaque bouleversement du monde s'accompagne d'un nouveau mode de représentation. Donc, ici, on va prendre l'exemple de la cartographie que l'on a nommée Paris-Sort et Paris métabolique, qui propose comment une lecture du territoire de Paris et de son paysage de manière un peu anachronique et atemporelle pour justement reconstruire les différents éléments et structures qui ont organisé la ville à travers son histoire, mais encore aujourd'hui. Cette lecture métabolique, elle commence évidemment par la question de la géomorphologie, souvent absente des cartes et peu représentée. La topographie constitue en effet plutôt l'essence du territoire, ce que l'on peut appeler sa géographie. En termes de définition, la géographie est vraiment le discours de la Terre. Donc cette idée que c'est quelque chose qui date et qui nous accompagne encore aujourd'hui, mais depuis des millénaires dans le territoire, et qui donne lieu du coup à une certaine atmosphère, une certaine organisation du territoire que l'on peut justement classifier en différentes typologies, différentes expressions, différents même caractères de ce territoire, où là on a justement par exemple fait un petit inventaire des différents types de buts, des différents plateaux que l'on trouve pour essayer vraiment de comprendre et d'aller vraiment dans une lecture détaillée et fine de ces éléments qui sont souvent passer un peu à l'ignorance. Et avec l'idée justement que chaque entité morphologique et géomorphologique, elle a son caractère. Et du coup, elle accompagne une certaine atmosphère et une certaine organisation du territoire que l'on peut décrire dans différents paysages. Et c'est pour ça, en fait, qu'ici, on a choisi de travailler avec l'emploi de différentes cartographies de manière à faire un collage. Et ici, j'en ai sélectionné 2 qui font partie justement du collage que l'on a assemblé pour vous expliquer justement pourquoi telle ou telle cartographie a été choisie. Donc à gauche, vous voyez justement la banlieue de Paris dans laquelle on voit qu'il y avait une description à cette époque extrêmement fine des éléments topographiques et qui nous permet justement de vraiment comprendre les éléments géomorphologiques qui composent le territoire et qui sont caractéristiques justement de la ville de Paris.
chose que l'on n'arrive plus à percevoir forcément aujourd'hui. Et à droite, dans la carte des environs de Paris, on peut voir une représentation extrêmement fine et délicate des différents paysages et surtout des différents motifs paysagers qui viennent structurer et organiser le territoire et qui sont du coup fondamentalement intéressants par rapport à la lecture que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc cet assemblage de différentes cartographies, c'est un véritable choix pour montrer à la fois l'évolution et la construction dans le temps, mais aussi l'imaginaire et la mémoire collective des lieux, à savoir de donner à voir en fait ce palimpseste de la topographie qui s'inscrit de la ville et dans son territoire à travers le temps. Donc le collage, il permet de donner la parole au territoire qui par les représentations s'exprime. Et donc le choix d'utiliser des vieilles cartographies, il est assumé ici parce qu'elles sont particulièrement descriptives de certains aspects du territoire. Et comme c'est le cas de la topographie, justement, on voit bien là sur le plateau de Belleville, enfin de Romainville aussi, où le dessin était extrêmement précis à ce niveau-là. Donc on peut voir que les paysages, enfin la notion de paysage en transition, elle est ici directement associée à la représentation qui est choisie et qui cherche à composer et assembler différentes entités. Une autre dimension de la lecture métabolique était l'hydrographie, qui permet justement de aussi révéler des paysages disparus, comme c'est le cas de la Bièvre, un cours d'eau qui a été recouvert et qui est complètement enterré désormais à Paris, mais qui, à travers les cartographies anciennes, peut totalement refaire surface et du coup retrouver une présence quand même signifiante dans notre lecture du territoire. Une deuxième lecture métabolique peut être ajoutée avec d'autres entités, comme c'est le cas des bois principaux, qui est plutôt une lecture métabolique qui retrace moins l'évolution historique, mais plutôt le dialogue de la ville de Paris avec ses alentours et qui l'ancre plutôt dans une dimension territoriale où en fait on comprend quelle est la relation que la ville entretient avec l'agglomération environnante et cette notion de Grand Paris. À commencer justement par les parcs que l'on lit toujours à la carte de Paris, mais enfin à la ville de Paris, pardon, mais qui sont extrêmement en fait reliés à une dimension territoriale de la ville. De même pour les axes persistants, qui sont aussi justement à la fois des tracés historiques avec les routes royales que l'on a mis en avant en collage, qui sont associées aussi à tout un traitement paysager de la rue, mais qui ajoutent aussi du coup une épaisseur historique de la construction de la ville qui est toujours perceptible aujourd'hui et qui permet justement de révéler la persistance de ces tracés dans le paysage actuel de Paris. Et du coup, de voir justement la persistance de ces structures et surtout les rationalités territoriales qu'elles constituent. Et ça nous mène à s'interroger justement sur comment est-ce que le paysage se transforme et qu'est-ce qui transforme la ville. Ici, le métabolisme donc, est vraiment entendu comme une série de transitions des paysages où le travail cartographique permet justement de montrer cette évolution et les permanences qui sont encore visibles aujourd'hui, avec par exemple les différentes portes de Paris que l'on retrouve encore pour certaines dans la ville aujourd'hui. Et puis finalement, on peut ajouter donc le bâti actuel, qui permet de montrer l'état actuel par reconstruction et représentation, dans cette idée de présenter à nouveau le territoire où en fait on a une rationalité actuelle qui vient se confronter avec des lectures atemporelles, voire historiques, voire atemporelles, comme c'est le cas justement du périphérique qui constitue en fait la limite de la ville de Paris actuellement et qui entre justement en friction et qui questionne avec sa rencontre avec les tracés historiques. Donc finalement, par ce procédé de méthode cartographique, il est possible justement de montrer la transition métabolique et écologique du territoire et de son paysage par la lecture justement des différentes figures territoriales qui l'organisent. Et donc cette méthode et vraiment cette réalisation
cartographique permet justement de questionner l'anachronisme à travers justement les différents mouvements du temps qui sont mis en avant et surtout de soulever la question de comment peut-on exprimer et représenter le temps ainsi que l'évolution du paysage. Voilà. Merci beaucoup, Noélie, pour cette intervention. Oui, sûr. Et maintenant, je donne la main directement à Alia. Alia, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Oui. Ok, alors je vais partager mon écran. Là. Affichage. Oui, très bien. Voilà. C'est bon? Vous arrivez à, oui, c'est bon. À le voir? Ok, super. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des matériaux du Grand Paris et de leur relation au territoire, par extension également à celui aussi de l'Île-de-France, et parfois même quelques régions attenantes. Alors, je m'intéresserai ici au métabolisme urbain de la métropole du Grand Paris et par extension à l'Île-de-France jusqu'à certaines régions limitrophes. Donc, par métabolisme, j'entends ici un ensemble de transformations et de flux de matière et d'énergie qui interviennent dans le cycle de vie d'une zone urbaine. La ville est représentée comme un écosystème qui gère ses entrants, ses sortants de matières premières, de produits semi-finis, de produits alimentaires, mais aussi de transformation. C'est un véritable écosystème composé de sous-systèmes constitués de transferts de flux de matière et d'énergie qu'il utilise et transforme pour satisfaire ses besoins. Alors, est-ce que ça marche? J'ai l'impression que ça ne passe pas à celle d'après. Est-ce que ça passe? Ah, c'est bon. Ah non, non, mince. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça va là? Ok, c'est bon. Alors, la pierre, la brique, le plâtre, le fer, les matériaux disent la couleur d'une ville et en fixent l'image, mais aussi les souvenirs qu'on a d'elle lorsqu'on la traverse. Pendant plusieurs siècles, les territoires autour de Paris ou même le sol sur lequel elle est fondée a fourni la matière première pour construire la ville. Le grès de Fontainebleau pour paver, les calcaires de l'Oise pour les habitations et les monuments, le gypse de Seine-Saint-Denis pour protéger, pour enduire, le bois et particulièrement les feuillus pour les charpentes, les planchers ou les façades, la terre et la paille pour le torchis entre les colombages. Ces ressources existent toujours, mais elles ne figurent quasiment plus dans la construction contemporaine parisienne. Elles sont remplacées par une majorité de produits importés dans un cadre souvent non contrôlé qui continue à se fonder sur une pensée des ressources infinies. Nous sommes désormais face à la finitude des ressources naturelles. Aujourd'hui, à l'ère de l'Anthropocène, cet héritage productiviste et extractiviste et le rapport aux ressources de la Terre doit pouvoir être remis en question pour y substituer de nouveaux cadres de pensée. Nous devons consommer moins de matière et orienter notre consommation vers des matériaux renouvelables ou qui émettent peu de carbone pour rendre le fonctionnement de la société compatible avec celui de la biosphère. Nous nous intéresserons ici principalement aux ressources disponibles, renouvelables ou réutilisables, sans focus sur l'économie circulaire qui sera traitée ensuite par Clara Ciné. Alors, commençons par le béton. Ici, on voit que le béton et en tout cas tous les matériaux à base de ciment constituent la majorité des matériaux que l'on produit. Et c'est le cas également en France, qui est le 4e consommateur de béton en Europe. Aujourd'hui, en France, 19% des émissions de gaz à effet de serre et même 28% si on compte celles liées à la production d'énergie pour les bâtiments est consommée et émise, 3% uniquement pour la seule fabrication du ciment en France et 7 à 8% à l'échelle mondiale. Les déchets du BTP représentent aussi une grande partie des déchets générés en France, 33% de l'ensemble des déchets, soit de 253 millions de tonnes, avec une majorité de déchets inertes, dont beaucoup de béton concassé. La production de ciment à l'échelle mondiale est complètement exponentielle. Elle a été multipliée par 40 depuis les années 60 et par 2
pour le béton et l'acier entre 2000 et 2017. Si on regarde l'Île-de-France, c'est la première région en termes de tonnage de béton en France, 17%, c'est absolument énorme. Et quand on s'intéresse un peu au Grand Paris, on remarque qu'il y a 59 centrales à béton, 20 mobiles et 39 fixes. Paris s'est vraiment organisé pour répondre à ce chantier titanesque du Grand Paris. Si on regarde aujourd'hui les mètres carrés à construire et les infrastructures de la ville de Paris, on est déjà en surproduction si on part sur un scénario tout béton. Il y a beaucoup de chiffres, 200 km de nouvelles lignes pour le Grand Paris Express, pour 28 milliards d'euros, 250 000 logements, et leur équipement connexe, près de 36 millions de mètres carrés programmés. L'Île-de-France fait donc face à un réel défi en termes de consommation des ressources naturelles et de gestion des déchets. Si on regarde sur une année, selon les chiffres de Unicem, il y a à peu près plus de 4 250 000 mètres cubes de béton qui sont fabriqués, qui sont produits chaque année en Île-de-France. Et si on regarde un scénario tout béton, on aurait besoin uniquement de 3 millions de mètres cubes de béton. Donc on est déjà aujourd'hui dans une situation de surproduction. Alors, le béton est constitué principalement de granulats, 75 à 80% de granulats. Ce qui émet du carbone, c'est la fabrication du ciment. L'extraction des granulats, ce n'est pas ça qui va émettre beaucoup de carbone dans le béton. Et quand on regarde les gisements de matériaux en Île-de-France, on remarque en tout cas le Grand Paris et l'Île-de-France sont très très bien. Il y a énormément de gisements, autant pour des gisements de granulats naturels, des calcaires, des granulats alluvionnaires, des sablons, des silex, etc. Cependant, ils sont pratiquement tous d'ailleurs dédiés en grande partie à la fabrication du béton, pour l'extraction de granulats pour le béton. Et quand on regarde un peu plus large, on se rend compte qu'avec ce nouveau chantier du Grand Paris, l'Île-de-France, même si elle est très riche en matériaux alluvionnaires et en carrières, n'est plus capable de subvenir à ses besoins en termes de granulats. Donc aujourd'hui, ils proviennent d'un peu partout, d'un premier cercle région Île-de-France, deuxième cercle et troisième cercle. Il y en a qui proviennent également de Normandie. Il y en a pas mal également qui proviennent également de la Manche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les granulats, ce qu'on appelle dynamiques, c'est-à-dire ceux qui proviennent des eaux, des rivières, des mers, sont les granulats qui produisent le plus d'effets néfastes sur l'environnement. Donc, effets néfastes sur la biodiversité, sur l'érosion. Et donc, cela devrait être les extractions qui devraient être limitées avant celles des carrières et du concassage. Cela donne lieu à des paysages servants tout autour de Paris jusqu'à la Normandie, des carrières qui existent pendant 15 ans, puis qui sont recouvertes d'eau. Ces images sont extraites d'un travail qui a été effectué par Mathias Depardon depuis 4 ans. C'est un photographe qui s'intéresse au cycle du sable en France, mais également dans le monde. Cela a donné lieu à une série d'articles qui sont parus dans le Monde, le journal Le Monde en septembre, intitulé « Marchands de sable ». Il a documenté des extractions de sable jusqu'en Normandie et également le voyage du sable le long des voies fluviales et également terrestres. Alors, aujourd'hui, en tout cas, les granulats recyclés ne constituent qu'un 5e des granulats annuels produits en Île-de-France. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on appelait béton recyclé un béton qui ne contenait que 5% de granulats recyclés. Ce chiffre est monté à 30% assez récemment. Il faut savoir qu'un béton produit à partir de granulats recyclés n'est pas un béton moins émetteur en carbone. C'est un béton qui va, en tout cas, préserver un peu plus qu'un béton habituel les ressources naturelles, mais qui ne va pas émettre moins de carbone, car dans un béton recyclé, on met pratiquement autant de ciment, voire plus, et c'est le ciment qui émet du carbone. En tout cas, il y a une grande marge d'amélioration en Île-de-France pour l'utilisation de ces granulats. Il faudrait monter jusqu'à 30% pour que la région puisse devenir autonome, voire même en exporter.
Les carrières aujourd'hui franciliennes qui ne sont plus utilisées sont souvent remblayées par beaucoup de déchets qui proviennent du BTP. Et donc, il y a énormément de ces bétons concassés également sont utilisés en sous-couche de route. Et donc, et très peu, moins d'un cinquième, en tout cas pour réaliser des bétons. Donc, il y a une très grande marge d'amélioration pour la valorisation de ces ressources. Je voudrais un petit peu parler de quelques alternatives. Avec quelle matière pourrait continuer de se construire, de se rénover Paris et sa métropole. Et je vais vous évoquer quelques matières d'abord géosourcées, puis biosourcées, et m'intéresser à leur présence dans le territoire. La première serait revenir donc à la pierre, la matière qui constitue, qui a permis de construire en partie Paris avec le bois. Paris également avait énormément de carrières à ciel ouvert et puis des carrières souterraines, surtout de calcaire et de gypse. Ces carrières, bien sûr, ne sont plus utilisables aujourd'hui, mais il existe encore beaucoup de carrières en France. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque des carrières sont utilisées pour les granulats, et c'est souvent des méthodes explosives pour extraire ces granulats, c'est très compliqué de revenir à une carrière de pierre massive, de pierre pour la construction structurelle. Cependant, il existe encore des carrières qui sont exploitées aujourd'hui pour de la pierre massive, principalement du calcaire, en région parisienne, et du grès près de Fontainebleau. Cette pierre jaune, c'est la carrière de Saint-Maximin, la carrière qui a permis d'édifier plusieurs bâtiments emblématiques comme les Invalides, le Louvre ou encore Versailles. Cette carrière existe encore, a des possibilités d'extension. À plusieurs reprises, on m'a posé cette question, on m'a dit, mais extraire de la pierre, c'est pratiquement comme également extraire des granulats. La grande différence, c'est que la pierre massive est utilisable à l'infini, c'est-à-dire qu'un bâtiment en pierre massive est une carrière pour une génération future, ce qui n'est pas le cas des matières coulées qui doivent être à nouveau concassées ou alors découpées, mais on est au tout début en tout cas de la découpe et du réemploi du béton en découpe. Donc, la pierre naturelle est en train de revenir doucement à Paris et dans sa région. Là, ce sont deux exemples, rue Oberkampf et la ZAC de Éole par les architectes TVK et Barrault-Pressaco. Alors, ce sont des façades en pierre d'environ 30 cm d'épaisseur autoportantes isolées par l'intérieur. Ce n'est pas de la pierre qui est structurelle et qui va supporter les planchers, mais il y a une réflexion aujourd'hui pour plusieurs nouveaux bâtiments qui permettraient de mettre en œuvre à nouveau cette pierre de Saint-Maximin, cette pierre de l'Oise, pour des bâtiments qui porteraient également les structures. Là, ce sont des bâtiments qui ont des structures un peu mixtes, béton, structure et façade autoportante. Une autre matière fondamentale qui aujourd'hui est considérée comme un déchet, c'est la terre crue. Il faut savoir qu'il y a encore à peu près un tiers de l'humanité qui vit dans des habitats en terre crue, que les 4 majeures techniques de terre crue que sont le pisé, l'adobe, la bauge et le torchis sont toutes des techniques vernaculaires françaises représentées sur le territoire français. Et aujourd'hui, on est face à un défi qui est celui des mouvements de terre autour des grandes métropoles mondiales. Il y a pratiquement 400 millions de tonnes, c'est le volume global des déblais qui va être généré par l'ensemble des constructions du Grand Paris d'ici à 2030. Là, si vous regardez 45 millions de tonnes, qui est le volume des déblais générés par uniquement le seul Grand Paris, vous voyez, c'est une pyramide, en tout cas, qui est le double de celle de la Tour Eiffel. C'est ce qui est généré par le Grand Paris Express. Aujourd'hui, ces matières extraites ont un statut de déchets et elles sont stockées dans des ISDI, des zones de stockage tout autour de la région parisienne.
Et donc, il y a un enjeu à se demander comment on peut faire pour revaloriser ces terres qui sont considérées comme des déchets. Alors, cela a donné lieu à ce travail de Anne-Marie Filler, je pense, qui a été également invitée par le PFL, sur tous ces paysages lunaires qui existent autour de Paris, où ces terres sont stockées, déplacées et absolument pas valorisées. À ceci s'ajoutent toutes les terres qui sont générées également par les gravières, parce que lorsqu'on a une gravière, on lave le gravier et donc on génère des bouts de lavage, et ces terres-là également sont extrêmement peu valorisées. Alors, il existe une initiative qui est une initiative absolument unique en Europe, car elle a été également financée par la Communauté européenne. Et donc, c'est parti d'une idée assez folle qui était de créer une fabrique qui produise des matériaux de construction à partir de déchets, donc à partir de terres excavées. Et donc, cette initiative qui s'appelle Cycleterre a pu exister grâce à des fonds européens sans qu'il y ait un marché. Donc, en Suisse, en Suisse romande, il y a l'entreprise TerraBlock qui partage une usine de pavés de béton et qui produit par à-coup, selon la demande, des briques de terre crue à partir des terres d'excavation de l'arc lémanique. Simplement, elle restait assez petite et pour le moment, même si c'est en grande extension, elle n'a pas pu bénéficier en tout cas d'un tel coup de pouce de la Communauté européenne. Donc, l'idée serait donc de détourner des terres qui devraient aller dans ces zones de stockage, ces ISDI, et les envoyer pour le moment, pour une toute petite partie, vers cette fabrique, qui est la fabrique de Sevran, qui a volontairement été choisie, dont le site est volontairement en cœur de ville, dans la ville de Sevran, et qui reçoit des quantités de terre qui sont testées et qui sont préalablement testées sur site pour être ensuite envoyées vers Cycleterre et fabriquer pour le moment 3 types de matériaux. Ces matériaux, ce sont des briques de terre comprimées, des panneaux extrudés. Un panneau extrudé, c'est un panneau qui pourrait tout à fait remplacer en partie le placo-plâtre. Même si le plâtre est une matière tout à fait présente dans la région parisienne, le processus de transformation du plâtre en plaque est un processus très énergivore. Et les plaques de terre fibrée, à partir de 2,5 cm qui peuvent être vissées sur des structures, sont des plaques qui déjà permettent en tout cas de bénéficier des qualités de la terre crue, que sont l'inertie, la régulation de l'hygrométrie, l'acoustique. Et en sachant que là, la terre crue, c'est un des rares matériaux, lorsqu'il n'est pas stabilisé ou très peu stabilisé, qui est recyclable à l'infini. La pierre est utilisable à l'infini et la terre crue, elle, est recyclable à l'infini. Et l'autre matériau également qui est produit par Cycleterre, ce sont ces enduits et mortiers. Donc, il y a donc un nouvel enjeu, peut-être une nouvelle partie de l'histoire de Paris à écrire, qui serait ce Paris qui pourrait être également édifié, transformé à partir de déchets de terres d'excavation. Donc là, je vous montre 3 exemples. Une crèche à proximité de la Tour Eiffel avec des murs en pisé, une façade d'immeuble à Paris intramuros en pisé également, ou alors ce centre médical en région parisienne par les architectes Lilla et Gilliland, qui est un des premiers centres à mettre en œuvre les briques de terre comprimée de la fabrique de Paris. Moi, je suis de l'avis que la terre crue, qui est un matériau quand même assez fragile car il craint l'eau, est un matériau en tout cas qui est beaucoup mieux utilisable en intérieur. Je ne suis pas de l'avis en tout cas que ça puisse devenir en tout cas les nouvelles façades de Paris, mais que cette matière en tout cas déjà amenée en intérieur permettrait d'écouler et d'utiliser une matière en tout cas extrêmement présente aujourd'hui en région parisienne. Et ensuite, je vais terminer par un aperçu assez rapide des filières biosourcées. La région parisienne et la vallée de la Seine sont très riches en matières biosourcées qui proviennent soit de la sylviculture, soit de l'agriculture. Cette carte montre un petit peu les régions forestières, les parcelles de céréales, les parcelles de lin, le chanvre, mais également toutes les scieries.
la France a décidé le gouvernement a décidé d'investir 300 millions d'euros dans les scieries françaises, car les scieries françaises, la forêt française est principalement constituée de feuillus, mais les scieries françaises étaient principalement outillées pour débiter des conifères. Et par exemple, en Île-de-France, il y a plus de 50 forêts domaniales, donc ce qui est beaucoup. Et si vous voyez ici sur ce petit schéma, on voit qu'en tout cas, ce qui est prélevé aujourd'hui est inférieur à ce qui pourrait au niveau potentiel de récolte. Donc, il y a une très grande marge d'amélioration pour l'utilisation du bois. Mais aujourd'hui, avec un petit bémol, qui est qu'aujourd'hui en France, et contrairement à la Suisse, une grande partie des forêts françaises sont des forêts privées. Donc, les forêts françaises étant des forêts privées, les propriétaires des forêts peuvent décider à qui vendre le bois. Et cela a participé un peu à cette crise du bois qui a eu et qui est encore un peu en cours, où des traders assez agressifs de bois pour les États-Unis ou alors pour la Chine, en tout cas, qui avaient décidé d'arrêter d'importer du bois, pour les États-Unis d'importer du bois du Canada, ou la Chine qui a décidé également de mettre au repos ses forêts pendant 100 ans, on commençait à s'approvisionner surtout en Europe. Et le fait que la France ait beaucoup de forêts privées n'aide pas aussi, n'a pas beaucoup aidé en tout cas à cette crise du bois, car les propriétaires privés préférant vendre au plus offrant. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une véritable marge d'amélioration dans la part de marché de construction en bois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pratiquement uniquement 4% de la part de marché de construction en bois en Île-de-France. Si on compare à la Suisse, la Suisse est plutôt autour de 15%. Donc, il y a une réelle marge d'amélioration qui pourrait aller jusqu'à 17% sans du tout entraver les écosystèmes pour l'utilisation de bois et surtout de feuillus en structure, en ossature, mais également en isolation ou en bardage. La France aussi et l'Île-de-France est très, très riche en céréales. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les céréales produisent de la paille, et cette paille est valorisée et très peu valorisée. Donc, en fait, on appelle ça un coproduit, parce que l'idée, ce n'est pas de faire pousser de la paille pour l'utiliser dans la construction, mais plutôt d'utiliser une matière qui est déjà présente et qui n'est pas suffisamment valorisée. Il y a ce chiffre. Ouais, j'ai presque fini. Oui, ouais. on est… Ouais. Tu voulais me dire quelque chose? Non, très, très bien. C'est juste qu'il faudra aussi laisser un moment de débat. Donc, du coup… j'y suis presque. J'arrête? Ok. Ouais. Non, fini. D'accord. Donc, en fait, il y aurait une très grande marge d'amélioration pour apporter en tout cas plus de paille dans la construction, en tout cas, et l'isolation en région parisienne. On voit ici sur cette carte qu'il y a pratiquement toutes les parcelles autour de Paris sont riches en paille de 30 à 75%. Et je vous donne ces deux exemples, mais Clara vous en parlera mieux. La paille peut être utilisée en isolation, donc ici pour un bâtiment neuf réalisé par Grand 8, ou également en isolation de pignons. Ou alors encore pour cette école en paille porteuse, parce que là, les grandes bottes de paille peuvent être utilisées en paille porteuse. Et donc, je terminerai sur le chanvre, qui est une autre ressource très présente en Île-de-France. La France est le premier producteur européen de chanvre. Et le chanvre peut être utilisé, mélangé à de la chaux, en isolation, en enduit thermique, en panneaux de particules. Et ce qui est très intéressant, je terminerai sur ces deux images, c'est que le chanvre peut être est enduit à la chaux. Et donc, ça permet en tout cas d'avoir des enduits qui se rapprochent en tout cas de ces enduits d'immeubles parisiens blancs qu'il était avant au plâtre ou également à la chaux. Donc ça, c'est un immeuble rue de la Huchette qui était par Dumont le grand architecte, qui a été isolé par l'extérieur en chanvre de la région parisienne. Et celui-ci, qui est un immeuble neuf en structure bois, également isolé en chanvre projetée mélangée à de la chaux. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, Alia. Je pensais que c'était 20 minutes. Je croyais que j'étais restée dans les 20 minutes pile. Désolée. Bon, je pense que juste qu'on va restructurer un peu. Clara, si c'est possible,
continuer. Et c'est juste que je pense qu'on va prendre encore 15 minutes. Je ne sais pas si vous devez tous partir, mais ça sera bien quand même qu'on aura un moment de débat avec vous aussi autour de ce qu'on vient de voir. Merci beaucoup, Alia. C'était très approfondi. Il y a pas mal de questions, mais je pense qu'on va enchaîner directement avec Clara. Et après, on va reprendre ça, si ça vous va, hein, tous. Merci. Clara, est-ce Oui, que tu... j'ai un petit... Je sais pas quoi. Oui, c'est bon? Quelques secondes. Là, c'est bon. Ah oui, j'ai eu un petit blanc, je ne sais pas pourquoi. Donc, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter davantage peut-être donc une recherche-action et de ce que pourrait être, et ça vient très bien en continuité avec ce qu'Alia nous a présenté, peut-être ce que pourrait être une préfiguration de ce que pourrait être des organisations territoriales qui prennent en compte ces nouveaux métabolismes et ces nouvelles solidarités territoriales. C'est une dimension sur laquelle, dans notre coopérative, on aime bien insister. Donc, juste pour dire un petit mot, tu l'as introduit tout à l'heure, on est une coopérative d'architectes, paysagistes et philosophes qui travaillons sur les questions avec des enjeux environnementaux et sociaux, et notamment de cet enjeu de solidarité territoriale est au cœur de toutes les pratiques, qu'elles soient au niveau de la programmation, que ce soit au niveau de la fabrication de la ville elle-même, au sens élargi et dans les projets dans lesquels nous sommes impliqués, soit dans la réflexion, soit dans la mise en œuvre. Et peut-être réfléchir ensemble de ce que pourrait être avec une approche plus particulière sur ce que pourrait être j'ai un problème de défilement, voilà, ce que pourrait être une position un peu rétro-futuriste, comme on aime faire aussi, et envisager ce que pouvait être l'organisation, et ça, vous l'avez déjà certainement bien exploré avec Sabine Barle dans l'exposition sur le qu'est-ce qu'était le métabolisme urbain et ses perspectives, et donc comment des organisations sociales, des liens d'interdépendance, des liens d'échange peuvent reconstituer une géomorphologie et s'adapter justement à ces enjeux-là dans les flux de matière dont on parlait tout à l'heure, dans des identifications de gisements et notamment dans ce que la ville a déjà produit, et de se reposer les questions sur le fait que la ville est une consommatrice de matière qu'elle n'a pas produit, et de plus, elle est une productrice de matière importante sous forme de déchets dont elle ne se saisit pas, ou très très peu, ou très marginalement. Et comment on pourrait imaginer aussi des reconnexions avec son propre territoire, puisque comme l'a exposé Alia, les filières sont dans des ruptures très fortes alors qu'elles étaient très dynamiques et essentielles au territoire. Et comment on pourrait repenser ces choses-là. Repenser aussi la place de la transformation de la ville dans son évolution morphologique, et aussi de la représentation de ces flux de matière, de la représentation pour tous et de la réintroduction de cette présence des échanges de matière, de rendre public à nouveau ces échanges de matière, et d'une recompréhension de la constitution du tissu urbain par l'ensemble de ses habitants, par l'ensemble de ces acteurs qui font la ville. Dans notre approche, pour vous parler de notre recherche-action plus spécifiquement, nous sommes implantés dans le nord-est parisien, notre agence. Nous y vivons aussi pour la plupart d'entre nous. C'est assez fondamental dans notre pratique, puisque nous établissons des systèmes d'échange et des systèmes de solidarité et de partenariat avec des acteurs récurrents qui nous permettent de reconstituer cette économie qui était à l'œuvre autrefois, et cette économie locale en circuit court, avec des logiques de valorisation, et on n'utilise pas souvent ce mot-là, mais de récupération de la matière que la ville rejette
pour sa transformation avec des savoir-faire et des partenaires engagés dans l'artisanat et dans la transformation et dans la réinterprétation contemporaine de pratiques artisanales et dans la refabrication de ces villes. Donc voilà, vous voyez qu'on s'articule beaucoup et il est très fédérateur, et là aussi la morphologie joue beaucoup, autour du canal de l'Ourcq et du canal Saint-Denis, qui sont une forme de projection de Paris intramuros vers le Grand Paris, vers le grand paysage, et qui, vous allez le voir, structure un peu aussi les logiques territoriales autour de ces échanges. On a beaucoup expérimenté cette question-là autour d'un premier projet que je vais vous présenter, uniquement 2 projets aujourd'hui dans ce temps très court, notamment donc la ferme du Rail, qui est une ferme d'insertion, donc un lieu d'agriculture urbaine et de solidarité, donc qui réintroduit le maraîchage en ville et qui donne du travail et forme des personnes qui sont majoritairement issues de la rue et qui leur propose un logement, et c'est aussi un restaurant dans lequel vous pouvez vous rendre pour voir le site. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, je ne vais pas développer ce projet, mais je vais plutôt vous parler justement de cette logique d'acteurs disséminés sur un territoire proche. Là, on est dans un rayon très proche, puisqu'on est sur moins de 30 km, avec une série d'acteurs impliqués dans la fabrication et l'invention de ce projet, qui n'est pas une commande publique, mais une commande privée d'initiative habitante et de structures privées engagées dans le social, et notamment dans sa fabrication, un engagement à créer, puisque l'objet était en plus l'agriculture, à créer d'autres formes de solidarité, notamment les partenariats dont parlait Alia tout à l'heure sur la paille, ici avec un producteur qui est dans le sud de Paris, qui produit du blé chaque année et qui trouve un revenu complémentaire en vendant son coproduit paille qu'il vendait au fourrage, et qui là vend ses bottes de paille et amène directement sa matière sur le site lui-même, dans un circuit court et dans un échange et une solidarité territoriale auprès d'agriculteurs qui sont, on le sait, en difficulté et dans des déficits de revenus et dans un isolement. Et cette idée étant de reconstituer la solidarité territoriale et de reconstituer ce rapport et ce lien qui a toujours existé ville-campagne pour pouvoir reconstituer et régénérer nos villes. Donc cette paille qui a servi, comme l'a dit Alia, à l'isolation des bâtiments sur le site. Autre logique, et là on parlait tout à l'heure des forêts, le rapport aux forêts en Île-de-France et pour ce qui est de la production de la ville tout à fait détériorée. La filière souffre de forte discontinuité et il est très 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 compliqué pour un architecte, un prescripteur de trouver la matière en Île-de-France. Et nous souhaitions travailler avec des rejets de châtaigniers, notamment pour venir là aussi dans ces liens d'interdépendance, participer aussi, venir participer à la régénération de la forêt, c'est-à-dire au lieu d'être prélevant, parce que prélever de la matière biosourcée dans notre territoire proche, c'est aussi un acte de prédation. Et comment, plutôt que de venir être dans cette approche à nouveau extractiviste, même si l'impact est bien moindre, venir prélever ce que la forêt produirait et cueillir ce que la forêt produirait en plus. Et donc là, cueillir dans la forêt ces rejets de châtaigniers. Nous n'avons pas trouvé de producteur en Île-de-France capable de produire cette matière-là, qui a servi à l'habillage de l'ensemble des murs de la ferme. Autre logique de solidarité territoriale avec le monde paysan, nous avons très tôt mis en place sur ce projet une collecte de déchets organiques, puisque ça faisait partie des activités futures de la ferme, en plus du maraîchage, en vue de faire du compostage et de créer la régénération des sols. Et en partenariat avec un transporteur qui amenait les légumes
en Paris intramuros depuis la ceinture maraîchère, nous avons rechargé son bateau qui partait par le canal de Lourdes dont je vous parlais tout à l'heure, avec des déchets organiques collectés auprès de tous les restaurateurs du quartier pour créer ainsi cette boucle et ce circuit où les agriculteurs viennent valoriser cette matière dans leurs champs pour les amender à nouveau. Ces pratiques-là aussi, elles sont une nécessité dans la régénération de nos sols. Et ça, on parle beaucoup de la morphologie, mais c'est vrai que nous sommes héritiers d'une morphologie et d'un palimpseste dont on parlait tout à l'heure, et notamment avec des enjeux de pollution et d'histoire qui sont laissés dans nos sols. Et cette régénération, elle passe justement avec une compréhension de comment, par les déchets de la ville, donc là aussi une mise en place d'une collecte et d'une massification petit à petit de volume pour recréer des substrats fertiles. Nous étions là sur un sol très pollué par un ancien garage en hydrocarbures et en carcasse, et régénérer petit à petit ces sols et recréer sur la base des déchets de la ville et de ce qu'elle rejette des sols vivants. Là, c'est l'expérimentation future. Recréer avec ce que la ville rejette et créer une économie autour et un écosystème d'échange de matière, ça consiste aussi à valoriser là, ici, des portes et des fenêtres issues de bailleurs sociaux qui sont des gros producteurs de matériaux non obsolètes, mais qu'ils mettent à la benne, et avec un grand nombre de partenaires, et notamment des chantiers d'insertion, leur transformation pour créer ici les jardinières sur les toits de la ferme avec d'anciennes fenêtres, ou des parquets bois debout avec d'anciennes fenêtres, et trouver ainsi des logiques et amorcer des économies sur lesquelles pourront s'appuyer un développement économique et par leur multiplication de petites structures et de petites manufactures qui, à proximité, transformeront et valoriseront la matière, créer une économie qui viendra créer un maillage et donc une nouvelle cartographie, un nouvel atlas de la ville productive. Là aussi, une expérimentation sur la récupération de carreaux pour créer les salles de bain. Je vais un peu plus vite car j'ai peu de temps. Je vous montre quelques photos et notamment ce que peut être la ville productrice aujourd'hui et comment on peut replacer cet enjeu là aussi dans la compréhension du métabolisme urbain. C'est comment la ville va retrouver des organes de production, des organes de transformation, de régénération au sein de la ville dense et non plus en périphérie lointaine ou dans des zones reléguées, mais dans un maillage étroit de l'habitat et de la production, et dans des productions pour des enjeux contemporains. Vous avez ici les toitures productives de la ferme. Un autre projet sur lequel je voudrais faire un petit tour, lui aussi directement sur le canal de Lourdes, qui était la transformation et la restauration lourde de cette maison des canaux, qui est un lieu habité par une association qui forme et accompagne des structures de l'économie sociale et solidaire et circulaire, un lieu qui appartient à la ville de Paris, un lieu qui était sur ce port de fret qui là aussi raconte une histoire d'une ancienne organisation humaine qui faisait le territoire. Et nous avions ici, sur les bords du canal de Lourdes, un bassin sur lequel était implanté le plus grand port de fret et donc le plus intense en son temps échange de matière via ce port-là, et le maillage d'un grand nombre d'industries qui étaient implantées sur le 19e arrondissement, donc dans Paris, qui était déjà intramuros jusque dans les années 30, on avait cette activité forte. Ce n'est pas anodin, justement, ces principes d'échange de matière. C'est aussi l'idée pour opérer cette transformation de la maison et son adaptation aux enjeux climatiques, son adaptation à des nouveaux besoins,
mobiliser un écosystème à nouveau local d'artisans, de producteurs de matières, de producteurs de déchets et une chaîne de transmission de cette matière et de transformation avec l'importance qui est donnée à la logistique. Et je pense qu'il y a des enjeux assez importants et j'espère que quelqu'un travaille sur les parallèles entre ces nouvelles logistiques, ces nouveaux enjeux logistiques au sens tout à fait technique du sujet, mais aussi tout à fait social et aux dimensions humaines de cette approche. Là aussi, des stratégies sur une nouvelle façon d'approcher la transformation du bâtiment et notamment avec un soin particulier à apporter à la matière et la collecte dans l'ensemble du territoire des matériaux qui constitueront l'ensemble. Et là, vous voyez des expérimentations avec des volumes plus importants de matière et notamment la récupération d'une charpente et sa transformation par un artisan à Gonesse. Là aussi, un grand chantier autour de la pierre et la réhabilitation de savoir-faire vernaculaires qui viennent heureusement transformer la matière, une matière qui va être dans un stockage temporaire sur les ouvrages, puisque là, on est dans un assemblage en pierre sèche et ces enjeux sont importants. C'est aussi la transmission d'un geste, c'est aussi, voilà, vous le voyez dans un territoire proche, une amenée d'une matière, d'un pondéreux et non pas traverser des territoires importants, mais être dans des proximités et des logiques de transport, de transmission qui sont nouvelles, et la mise en œuvre d'ouvrages assez importants et l'opportunité d'ouvrir le chantier aussi comme un lieu de formation et de transformation collective et de compréhension par un public élargi de ce qui se trame dans la transformation de leur propre vie. Là aussi, de la récupération de matière, je vais accélérer un petit peu sur des marches en granito qui ont constitué des sols à l'intérieur des bâtiments. Je réévoque ce qu'évoquait tout à l'heure Alia sur l'extraction des matériaux et renouer avec des filières anciennes. Et notamment là, on est sur le plâtre de l'Oise avec la manufacture Vieux-Geau qui donc transforme à proximité de la carrière et fait un travail de recherche avec nous, et là notamment avec des essais au CNRS, au CNDB pour pouvoir réhabiliter des techniques anciennes là, de plâtre sur l'Atibois et donc cette implication aussi sur la recherche plus dans le dur et sur cette dimension également poétique du geste et de la réappropriation par les artisans d'un geste d'enduiseur, de gestes plus qualifiants pour l'ensemble de la chaîne est tout à fait fondamental. Vous dire aussi que dans la dimension de solidarité, l'ensemble des entreprises que je vous présente ici sont des entreprises d'insertion et de formation de personnes qui sont en situation de précarité. Là aussi, la transformation avec ce que la ville a produit, et là, de la moquette, dans la réhabilitation d'une ancienne technique qui était la tapisserie circulaire, pour transformer d'anciennes moquettes issues de salons professionnels qui sont venus habiller les murs qui ont été isolés avec de l'isolant de réemploi, pour dire ici que l'ensemble de la conception peut être faite avec les déchets urbains et pourvu qu'on puisse rétablir des savoir-faire et rétablir ces chaînes de savoir-faire et de transformation et de logique territoriale et de complémentarité et d'interdépendance entre les différents acteurs. Là aussi, la création dans une même logique avec les résilientes Emmaüs, donc un atelier de couture qu'on amène avec l'idée qu'il va nous falloir d'autres compétences ou en tout cas amener des compétences anciennes, mais aussi peut-être réinventer des métiers. Et nous croyons par exemple que la tapisserie peut avoir des issues heureuses sur les pléthoriques transformations, là des expériences en macramé pour créer des grilles ou des stores avec des toiles de montgolfière. Les champs sont infinis. Une dernière expérimentation sur pour montrer les continuités aussi dans les expérimentations, la récupération de nombreuses portes d'un grand bailleur social parisien
des porte-palières en chêne des années 30, issus des HBM, qui ont été transformés, amenés dans un atelier rare, qui les a démantelés. Et ensuite, on a fait un travail dans un second atelier. Bon, vous voyez là que c'est constitué les plattelages d'une terrasse, de la terrasse qui avait été constituée et du métal et de la pierre et couverte avec nos montgolfières. Et là, on en constitue le sol avec ces anciennes portes qui sont donc démantelées. Et puis, plusieurs ouvrages ont été créés sur cette base, et notamment le treillage avec ce même matériau. Et donc, l'idée aussi qu'on puisse recréer des filières, puisque, bien entendu, il ne s'agit pas là de créer un ouvrage et on n'est plus du tout dans la création d'un objet par l'architecte qui se fait plaisir et qui crée l'unicité d'un objet. Il y a bien sûr une dimension créative très puissante aussi dans la reconnexion de ces réseaux, mais bien plus l'idée d'avoir un impact dans la prescription et dans la commande sur l'économie locale et de pouvoir générer, et c'est le cas sur ces ouvrages-là, d'autres économies et de multiplier, d'intensifier les échanges et les collaborations. Et la dimension de collaboration territoriale est ici fondamentale. Voilà les derniers usages de ces portes, c'est qu'il y avait des panneaux à l'intérieur. Donc, une fois qu'on avait utilisé le chêne, les derniers petits bouts sont utilisés pour venir recoudre les murs qui ont été démolis, et puis des plaintes, et puis voilà, pour vous donner un champ des possibles de ces expérimentations. Et peut-être pour conclure, de redire, donc voilà, j'espère, c'était pour vous partager et donner un entrevue de ce que pourrait être une nouvelle approche métabolique, et insister sur le fait qu'elle ne pourra pas se faire qu'avec une approche quantitative, exclusivement par l'approche carbone, mais qu'évidemment la dimension sociale, savoir-faire et formation, notamment de tous ceux qui vont accompagner ce nouveau mouvement, est au centre de la question. J'ai terminé. J'entends pas. Moi non plus. J'entends tes oiseaux, Alia. Ouais. Moi, j'ai des voitures. Ben, je crois qu'on n'entend pas Clara et moi, donc j'imagine que les autres n'entendent pas non plus. Ah super, ça y est. Pardon, oui, c'est juste que le micro, il a lâché. Merci beaucoup, hein, Clara. Merci beaucoup, Alia. C'était vraiment splendide de voir toutes ces connaissances, en fait. Je pense qu'on a, en tout cas, on a appris, on a beaucoup appris. Je ne veux pas perdre ce temps parce que je pense que on pourra échanger individuellement aussi entre nous. Je pense que vos contributions vont servir aussi, de certaine manière, à l'Atlas de paysage. Je serais très content et ravi si on pourra échanger très prochainement autour de ça, de la matière humaine et physique. Mais peut-être je vais laisser la voix d'autres personnes qui se trouvent ici. Si vous avez des questions à poser autour des 3 présentations que vous avez vues, s'il y a quelqu'un qui veut réagir autour de nous, sinon sur Internet, s'il y a quelqu'un. Pierre, je te vois, tu réfléchis. Attendez. Les sujets qui ont été évoqués nous préoccupent depuis très longtemps, et c'est la première fois que je rencontre une telle densité d'intelligence, de perspicacité, de volonté de faire et de bien faire. Alors, juste quelques choses qui me sont venues à l'esprit. D'abord, paysage, c'est un mot misérable, c'est un terme misérable. La définition du Conseil de l'Europe, c'est un vrai chameau dessiné par un comité. C'est-à-dire, ça veut en gros rien dire. Et je suis féru d'étymologie et je suis allé voir l'étymologie de landscape.
qui vient du hollandais du XVIIe siècle, qui est donc land, pays, escape, qui est proche de ship, shipping, boarding. Donc, on embarque à bord d'un espace ou d'une chose visuellement offerte. Et ça m'a conduit à quelqu'un que vous connaissez, Yahoo. J'avais oublié que Yahoo, c'était une des îles visitées par Gulliver. Et au fond, le passage par les voyages du Gulliver et le révérend Swift est assez intéressant, je vous le recommande, parce qu'au fond, il est à l'origine, Swift, du rapport occidental de l'homme à son environnement, de l'homme au paysage. Et c'est assez important d'approfondir. La deuxième figure qui m'est apparue en dernier lieu, enfin la deuxième figure qui m'est apparue, c'est Viollet-le-Duc. Clara a parlé de géomorphologie en passant, le mot est tombé en tout cas. Et Viollet-le-Duc, j'y avais déjà pensé en entendant Ben exposer son dispositif cartographique ou l'intention de son dispositif cartographique, parce que l'effort de Eugène Viollet-le-Duc, quand il cartographie la géomorphologie du massif du Mont Blanc pour envisager sa reconstruction, il a beaucoup à voir, c'est évidemment distant, c'est intuitif, mais il a beaucoup à voir avec le défi cartographique qui vous est posé. Ça m'a sauté contre parce qu'en cherchant dans la machine Yahoo, je me suis souvenu qu'en 1980, au Centre Pompidou, j'avais visité, assez curieux, une exposition qui s'était appelée Cartes et figures de la Terre, qui nous apprenait l'histoire de la représentation du monde. Et évidemment, c'est un énorme chemin parcouru. Et puis, le dernier personnage, il m'est revenu en entendant Clara, c'est Jean-Baptiste de la Quintinie. Là, on est au XVIIe siècle. Ce sont les potagers du roi. C'est le maraîcher du roi qui était chargé de procurer des fraises fraîches et des asperges fraîches tous les jours que Dieu faisait à la table du roi. Enfin, j'ai eu que du bonheur. Merci. Merci Pierre. Alors, une seconde. Quelqu'un d'autre dans l'ambiance? Alors, une seconde, j'essaie de voir. Clarisse, non, c'était toi qui as soulevé la main. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais enchaîner directement. Je trouve qu'il y a une vraie question qui est soulevée ici. C'est vraiment la manière, en fait, la question esthétique de Paris et comment on arrive à la mettre en amont, en fait, avec l'économie, en fait, de la matière. Et je pense que ça rejoint la question de l'imaginaire et aussi le changement qui est en train de prendre place. Et je pense qu'une des choses, en tout cas, qu'on essaye de faire, c'est de rejoindre cette idée du climat, la nécessité de comprendre qu'on doit avancer et réinventer en fait une ville, mais tout en gardant en fait sa qualité et son esthétique et son histoire. Et je trouve que je trouve que l'exemple qu'Ali a montré de la façade sous chanvre, il a tout à fait son accord avec ce que Clara disait, avec les connaissances et le savoir-faire en fait qui existe sur ce territoire. Donc du coup, la question, c'est une question que je pose aussi, c'est comment vous pensez que nous, comme centre de recherche, Alia, Clara, je laisse ça vraiment une question ouverte, comment nous, on pourrait peut-être cartographier non seulement ces sources, mais aussi cette connaissance en fait d'expertise et pour la rendre un peu plus visible, en fait, que Paris en fait comprenne qu'un de ses enjeux fondamentaux, c'est d'imaginer un futur qui n'est pas justement lié à ces 80 ou ces 85% de béton, mais en fait à toute une richesse de matière qui se trouve
et pourrait un jour peut-être faire cette synergie entre le paysage et l'objet. Voilà, c'est toute une question, elle est posée à vous deux, mais comment vous voyez ça? Comment on peut procéder de ce point de vue-là? Tu veux commencer, Clara? Non? Bon, alors je commence et je te laisse continuer. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un gros travail en cours en France sur la cartographie des ressources humaines et matérielles. Et moi, je me suis intéressée à la question parce qu'en fait, en Suisse, ça n'existe pas encore. Et c'est vraiment le tout début. La seule cartographie qui existe, c'est un tout début, c'est un embryon de cartographie qui s'appelle CIRCLA sur le réemploi. Donc déjà, il y a au moins 4 ou 5 cartographies qui existent, en tout cas qui peuvent déjà permettre de donner une idée de toutes ces ressources humaines et matérielles. Donc moi, je pense que c'est déjà un chemin qui est en route et que peut-être que ce qui manquerait, ce serait quelque chose Ces cartographies sont un peu éparses, elles ont toutes des qualités, des défauts. Donc, moi, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est de voir ce qui existe déjà dans ces 4-5 cartographies, Frugalité heureuse, Ecopolis, Opalis, et de comprendre comment elles peuvent être améliorées, plus fonctionner ensemble. Ça, je pense, c'est une piste. Parce que autant en Suisse, ça n'existe pas et c'est à créer, autant en France, il y a déjà un début là-dessus. Après, pour moi, il y a une autre question qui est une question beaucoup plus vaste et à laquelle je n'ai pas tellement de réponse parce que je n'y ai pas ni suffisamment réfléchi ni suffisamment travaillé là-dessus. C'est la question de la nouvelle, c'est-à-dire ces matières, quelles villes elles vont produire et quelles villes elles vont transformer. Je me souviens, quand j'avais fait une partie de mes études à Rome, il y avait tout un discours sur cette recherche de ravaler les façades en essayant de retrouver des couleurs qui n'étaient plus celles de la Rome d'aujourd'hui, chaude, mais de retourner vers des couleurs blanches. Et il y avait plein de personnes qui s'étaient soulevées contre cette idée d'avoir la Villa Médicis qui était blanche, alors qu'entre-temps, elle était devenue ocre, puis redevenue blanche. Moi, je pense qu'en fait, les villes évoluent, mais il y a certainement des matières qui peut-être ne sont pas forcément appropriées à une façade en centre-ville. C'est pour ça que, par exemple, je montrais avec un petit peu, à mon avis, de pincettes, cette idée de mettre de la terre crue, par exemple, en façade dans un bâtiment dans le cœur de Paris. Et certes, ça change peut-être un peu la couleur de la ville, mais c'est aussi probablement pas la matière qu'il faut pour une ville comme Paris en façade. Par contre, par exemple, cette matière-ci, elle peut trouver sa place ailleurs. Donc, je pense qu'il y a toute une réflexion absolument passionnante à venir sur ces matières déjà existantes ou ces matières renouvelables ou ces matières qui émettent peu de carbone. Quelle est leur place dans la ville? Quelle est leur place dans une ville de pierre et de plâtre? Voilà. Donc, bon, ce n'est pas une véritable réponse, mais plutôt des questions. Si, mais non, c'est bien une réponse. Et Clara, toi qui, bon, je pense que Bertolt Brecht n'est pas très loin de l'ouvrier qui lit l'histoire, non? Je ne sais pas si tu connais, j'imagine que oui. Mais comment, à ton avis, quelqu'un qui quand même, qui pratique beaucoup ce langage, comment, à ton avis, on peut essayer de recueillir en fait tout ça et donner cet honneur, un peu comme Brecht, à ses ouvriers, en fait, et à leur connaissance, et de comprendre qu'une ville, elle est quand même bâtie par ces gens-là, tout d'abord. Oui, elle est bâtie de la rencontre entre une ressource, sa disponibilité, et voir, parfois elle ne va pas être évidente, cette disponibilité, parce que là, on est encore un peu à aller gratouiller, à aller glaner, et on est dans la construction d'une économie aujourd'hui. Donc, moi, je considère qu'on est à la proto-histoire de cette économie-là et du coup de cette esthétique-là. Et qu'on est dans les toutes premières écritures, à mon sens. Alors, c'est moins vrai pour les matériaux biosourcés, puisqu'ils ont déjà une histoire qui, du reste, a assez longtemps été plutôt du côté, assez raillé du côté de la grande architecture avec un grand A, et assez longtemps été du côté de l'habitat
de l'habitat, de l'autoconstruction, d'initiatives habitantes qui faisaient avec ce qu'ils avaient à disposition sur le territoire et avec une idée du moindre impact. Voilà. Et on voit bien maintenant comment justement ces pratiques viennent trouver place dans un milieu un peu, et encore, bon, ça reste pas massif non plus, hein, faut pas, dans le milieu de l'architecture et trouvent de plus en plus écho. Et il y a des vocabulaires, des écritures qui s'inventent effectivement. Moi, je reste convaincue effectivement que dans cette nouvelle écriture et dans ce nouveau rôle qui est donné à l'architecte, au concepteur et aussi peut-être au commanditaire, la place de l'artisan va être tout à fait hypertrophiée et dans le sens où il est nécessaire et ils vont devenir des acteurs sur lesquels on ne pourra pas concevoir la transformation de la matière. Tous les exemples que je vous ai montrés, je ne sais pas si c'était très clair, mais ils ont été faits en co-conception avec celui qui tient l'outil, avec effectivement celui qui fait le geste et celui qui doit prendre soin des personnes qui, dans sa structure, vont effectuer ces gestes. On n'est plus dans des approches qui étaient celles de l'économie dont je parlais d'avant les 30 glorieuses, où, ma foi, la condition de l'artisan était peu pensée, de l'ouvrier. Aujourd'hui, évidemment, c'est les questions centrales. Et on se dit qu'on va prendre soin de cette matière qui a été rejetée, mais aussi on va prendre soin aussi des personnes. Et il faut redire hein, que dans les métiers qui transforment la ville physiquement, eh bien, c'est des métiers avec des très, très hautes pénibilité, accidentologie, enfin voilà. Donc, il y a une réelle nécessité et je le constate, et ça c'est tout à fait empirique, que prenons soin de la matière, prenons soin des personnes et aussi d'une nouvelle relation sur les chantiers qui est induite par toute cette chaîne-là aussi, chaîne de celui qui fait le geste, ben, il comprend son geste, c'est-à-dire que la personne qui tient le débiteur de béton et qu'il le fait comme ça tomber en cascade ne comprend pas son geste, il ne comprend pas la matière qu'il manipule, sa transformation, son origine, quel impact il a eu sur le territoire, etc. Et voilà la logique qui est à l'œuvre, alors que dans la mise en œuvre de la paille, dans la mise en œuvre d'un enduit-terre, il y a une compréhension de l'endroit à laquelle on se trouve et effectivement on recentre en fait cet acteur-là dans la transformation. Ce qui n'empêche pas, à mon sens, par un maillage, la grande échelle, parce que personne ne m'a posé la question, mais en général, c'est la question qui est posée sur la scalabilité de tout ça. Et je reste convaincue que c'est plutôt justement par la multiplication de cette démarche à des échelles petites et moyennes qui vont rendre possible la grande échelle de ces pratiques. Merci beaucoup. On pourrait continuer à discuter encore un temps. Il y a une question? Alors, une seconde. Dernière question. Et est-ce que c'est juste une question d'heure? Tiens. Ça marche là? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Vas-y. En fait, c'est pas une question, mais c'était juste, je voulais vous remercier pour la dernière présentation là, où on a vu un travail super fin sur les parquets, sur les terrazzo. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup des questions de détails aussi, et qu'il y a une grande attention qui est mise dans la beauté de ces matériaux et vraiment leur donner une esthétique. Et ouais, je trouvais juste ça hyper beau à voir. Donc, merci. Merci, Johan. Donc, je propose qu'on finisse là parce que c'est une question de format aussi. Mais Clara, Alia, clairement, je pense qu'il faut qu'on se trouve un moment pour rediscuter parce que je pense que vous avez quand même des connaissances physiques du territoire, si je peux même utiliser ce mot, que je pense qu'il faut qu'on arrive à traduire et à
et à ajouter parce que finalement, c'est un document de connaissances et je pense que c'est le moment de l'agrémenter aussi de cette partie-là. Donc, du coup, dans un autre cas, peut-être sur une autre discussion, si ça vous dit, on pourra échanger autour de ça. Je trouve que c'était vraiment complémentaire et de voir comment justement ça peut atterrir sur vraiment une carte métabolique qui sera non seulement anachronique et historique, mais aussi contemporaine maintenant. Ça peut être vraiment un défi intéressant pour essayer J'aime beaucoup cette idée aussi qu'on puisse réinterroger, et c'est ce que donc faisait Sabine Barle et c'est ce que faisait Alia aussi, c'est l'histoire de ces métabolismes en fait. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que vous tentez de faire aussi avec cette cartographie, mais je pense que et je ne sais absolument pas comment graphiquement et quel document ça pourrait donner, c'est pas évident, mais ce serait très beau de pouvoir raconter, en faire le récit en fait. Oui, exactement. Il faut qu'on essaye de... Bon, on va réussir, hein. C'est ce qu'on se dit. Je vous remercie encore. Et, Merci à vous pour l'invitation. Merci. Et à très vite, j'espère. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.